Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er octobre 2024 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes sur la chaîne de la vérité, rien que la vérité, et nous nous excusons pour le retard que nous avons accusé. Mettez des cœurs et partagez parce que nous n'allons pas nous arrêter pour vous le dire. Nous allons commencer avec le concours de reclassement des infirmiers qui a été lancé. Il nous a été signalé qu'il y a des difficultés pour s'inscrire en ligne. Voilà, donc ceux qui gèrent ce concours-là, voilà ce qu'on nous a signalé. Veuillez régler ça pour que tous ceux qui veulent compétir puissent aisément s'inscrire. Voilà, on nous a aussi envoyé des plaintes concernant les compagnies de transport. Les compagnies de transport, il y a certaines qui n'ont pas de toilettes. Ce qui fait que leurs clients sont obligés d'aller dans des toilettes publiques ou ailleurs et ce n'est pas facile. Ça crée parfois des désagréments. On nous a raconté des scènes qu'on ne peut pas vous répéter ici, mais en tout cas, on aimerait que ces compagnies-là pensent au confort de leurs clients en prenant les dispositions qu'il faut. Voilà. L'obtention des relevés de notes à l'université Félix Houphouët-Boigny et à l'INFAS. On nous a signalé qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, pour avoir droit à son relevé de notes, il faut forcément payer. Il paraît que c'est vraiment des magouilles. Il faut que vraiment ça s'arrête. On signale cela au cas où la présidente de l'université ne le saurait pas ou l'administration. Voilà ce qui se passe à la scolarité. Il est difficile d'obtenir les relevés de notes sans payer. C'est la même chose qui nous a été signalée à l'INFAS où il faut attendre 2 ou 3 ans pour disposer de son relevé de notes. Vraiment que les administrations respectives prennent leurs dispositions pour que ces choses-là cessent parce que ça porte préjudice à ceux qui en ont besoin pour aller passer des concours ou alors soumissionner quelque part. Voilà. Les gendarmes. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas parlé des forces de l'ordre. On appelle la gendarmerie et l'armée la grande muette. Donc les gens n'osent pas se plaindre ouvertement. Vous avez vu le sous-préfet qui a fait son direct et comment il a été relevé de ses fonctions. C'est comme ça, l'administration ne peut pas parler contre elle-même. Donc nous sommes le porte-voix de tout le monde. Il se trouve que les maltraitances des gendarmes continuent. Ils n'ont pas leur prime et ils n'ont même plus de congés. Dans plusieurs brigades, c'est ce qu'on nous a signalé et on espère que les choses vont se corriger parce que vraiment c'est difficile. Ce sont des pères de famille, l'ouvrier méritant son salaire. Quand il y a des missions où il y a des primes, c'est pas normal que leurs responsables détournent ces primes et les pauvres gendarmes travaillent sans rien avoir en retour. C'est vraiment dommage. Vraiment, il y a quoi à vous. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est en parler. Voilà. Les inscriptions en ligne au niveau de l'enseignement national, de l'éducation nationale, sont fermées alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore pu faire leur inscription. On aimerait en parler parce qu'il y a des villes comme à Bengourou où les chiffres sont dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a un taux élevé d'élèves qui n'ont pas encore fait leur réinscription. Donc vraiment, on veut demander pardon au ministre de l'Éducation nationale pour que les inscriptions en ligne se poursuivent encore jusqu'à la fin du mois d'octobre parce que c'est maintenant qu'on a donné le prix du cacao. Les enfants des planteurs n'ont pas encore pris la route de l'école. Il y a aussi les enfants des déguerpis qui sont dans des situations difficiles et aussi ceux qui sont, on va dire, n'ont pas suffisamment de moyens pour scolariser leurs enfants. Donc vraiment, il y a lieu d'étendre encore la période des inscriptions en ligne. Donc on s'adresse là à tous les responsables de l'éducation nationale, particulièrement Madame la ministre, pour que le délai d'inscription soit prorogé parce que la rentrée en octobre n'est pas en conformité avec nos réalités. La rentrée en septembre plutôt. En septembre, c'est chez les Blancs là-bas. Ils savent pourquoi ils ont choisi le mois de septembre. Sous le président Houphouët, c'était en octobre.
Et puis, il y a une dizaine d'années, nous sommes allés nous aussi en septembre. Alors que c'est en octobre que les gens vendent leur cacao. C'est en octobre que la majorité ont les moyens d'aller inscrire leurs enfants. Il faut l'égalité des chances à l'école. Et c'est dans ce cadre-là que nous plaidons auprès du ministère de l'Éducation pour que la période d'inscription en ligne soit ouverte jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le prix du cacao a été donné, enfin, on l'attendait pour aujourd'hui. Hier, très tard, on nous a annoncé que ce prix-là montait à 1800. Le prix était à 1000 francs en avril 2024 pour la campagne intermédiaire. Il est monté à 1500. Aujourd'hui, il est à 1800. C'est très peu pour un pays qui est premier producteur du cacao. C'est vraiment très peu. Le Cameroun, qui est troisième producteur, est à 4500. Et nous étions en droit de nous attendre à ce que, en notre qualité de premier producteur, nous montions au moins à ce niveau-là, sinon plus. C'est vraiment dommage pour nos planteurs. Mieux vaut rien que, voilà, mieux vaut ce peu-là que rien. Et donc, bon, on va prendre ça comme ça, on n'a pas le choix. Mais il serait bien que les autorités ivoiriennes prennent leurs dispositions pour que les années prochaines, les campagnes prochaines, on ait un prix digne des paysans ivoiriens qui souffrent. Déjà sur le cacao, les taxes qui sont prélevées et reversées au conseil café cacao ne servent pas vraiment aux paysans qui se plaignent et qui veulent reprendre la gestion de leur filière. Mais en plus, il se trouve que les pistes rurales ne sont pas entretenues. En tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Le week-end dernier, nous étions à Oumé. Et il nous a été donné de constater que la route Toumoudi-Oumé est dans un état de dégradation qui s'accroît. Parce qu'on y était il y a un mois, là maintenant c'est pire. Et on se demande ce que ce sera d'ici la fin de l'année. Il est important que vous sachiez que la durée de vie d'une route est d'au moins 10 ans. Au moins. L'autoroute du Nord, par exemple, c'est 15 ans. Mais déjà, à 10 ans, c'est plus que dégradé. Vous la pratiquez, vous le savez. Donc, pour la route Toumoudi-Oumé, la route est dégradée. Elle a commencé à se dégrader en moins de 2 ans. Ce qui témoigne de tout ce qui se passe comme magouille dans l'octroi des marchés. Les routes ne sont pas solides et à la moindre pluie, elles manifestent toutes les carences de la construction de ces routes. Et donc, nous voulons interpeller le ministère en charge de l'équipement. C'est une route qui a coûté 15 milliards 400 millions et on se retrouve à moins de 3 ans dans un état de dégradation qui peut provoquer des accidents qui ne facilitent pas la pratique de cette route. On met plus de temps qu'on ne devrait en mettre et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous vous prions de nous signaler toutes les routes qui sont en mauvais état. Nous allons en parler. On avait parlé de Kouibli, aujourd'hui on parle d'Oumé et c'est vraiment dommage. Et même les routes entre les villages, on ne sait pas ce que les conseils régionaux font. Si au niveau du conseil régional du Gor, on investit plus à Gagnoaka, Oumé, c'est pour ça que les gens avaient créé avant, sous le président Gbagbo, les conseils départementaux. Parce que dans le conseil régional, là, le président du conseil régional vient d'un département, de tous les départements qu'il gère. Et très souvent, les gens font une discrimination et ils privilégient le département d'où ils sont originaires. Avec les conseils départementaux, on n'a plus ce problème. Chaque département s'occupe de lui-même et ça fait un développement plus équitable. On vous avait promis qu'on allait revenir sur la décentralisation. On va préparer ça parce que tout ça là, ça fait partie de la décentralisation. Donc les conseils régionaux sont moins efficaces que les conseils départementaux. Nous allons parler des COGES. On vous avait promis cela la semaine passée. On vous a dit qu'on allait vous revenir sur les COGES. Et la situation des COGES, là, vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'on a régressé dans la gestion des COGES. Et on va vous expliquer pourquoi. Il y avait un décret, le décret 2002-132 du 27 février 2002 qui avait institué les COGES et qui avait défini
il y a une cotisation que les parents d'élèves devaient payer qui s'élevait à 5 000 francs par élève. Et cette cotisation-là avait une répartition. Dans l'article 2 de ce décret-là, on disait que le COJES était autonome. J'insiste bien sur l'autonomie parce que c'est tout ça qui a disparu avec le nouveau décret. Dans le premier décret, les COJES sont autonomes. Dans le même premier décret, dans l'article 15, voilà la répartition qui est faite. Dans les 5 000 francs que les parents d'élèves payent, on donne 80% à l'établissement collecteur qui va sur le compte de son COJES. On donne 15% au fonds régional de l'école et puis 5% au fonds national de l'école. Il se trouve que malheureusement, et on ne sait pourquoi, un nouveau décret a été pris qui nous a fait régresser. Non seulement les COJES ne sont plus autonomes, mais l'argent qu'on devait donner pour les COJES n'arrive plus à bon port et à temps. Je vais vous donner quelques éléments. On vous dit par exemple que désormais dans l'article 27 nouveau, au lieu que ce soit les cotisations de 5 000 qu'on a supprimées et puis tout le monde applaudissait là, on dit maintenant on aura une subvention de l'État, on aura un fonds des collectivités. C'est la subvention de l'État, j'ai dit ça arrive un an après. C'est-à-dire que nous sommes à la rentrée scolaire 2024 et les COJES n'ont pas encore reçu l'argent de 2023. Comment on peut gérer efficacement l'école dans ces conditions? On parle des fonds des collectivités. Il y a des collectivités qui ne donnent rien. Il y en a qui donnent très peu. Dans tous les cas, ce n'est pas suffisant. Fonds des AGR, pour mener des activités génératrices de revenus, il faut avoir des fonds. Les fonds ne viennent pas, donc on ne peut pas investir. Il n'y a pas non plus de quota. Il n'y a pas de quota comme on l'a dans l'article 15 du premier décret. Donc vraiment, cette situation est déplorable. C'est-à-dire qu'on était dans une situation et on prend un décret pour régresser. Du coup, à quoi on assiste? Je vous ai déjà dit que l'État ne reverse sa contribution qu'un an après. Et cela se justifie par le fait que c'est adossé au budget général de l'État. Or, le budget général de l'État est voté au 3e trimestre de l'année scolaire. Du coup, le temps de prendre toutes les dispositions, l'année finit sans que les COJES ne soient servis. Et en plus, c'est seulement 500 francs. C'est-à-dire que on a supprimé la cotisation de 5 000, ça décharge les parents. Mais c'est sur les inscriptions en ligne de 6 000, c'est 500 seulement on donne au COJES. Alors que c'est les COJES qui gèrent les établissements, qui mettent nos enfants dans les conditions qu'il faut pour travailler, pour avoir de bons résultats, pour avoir aussi une éducation, un enseignement de qualité. Parce que les COJES là, il y a certains COJES qui recrutent des professeurs, c'est eux qui investissent dans l'école. Malheureusement, on a supprimé les 5 000 et sur les 6 000 d'inscription en ligne, c'est 500 francs seulement qui revient au COJES et c'est ces 500 là qu'on donne une année en retard. Donc vraiment, on voudrait insister sur ce problème. Les COJES ne sont plus autonomes et ils ne reçoivent pas la subvention à temps et cela joue sur la qualité de l'école. Donc vraiment, il faut qu'on revienne. Quand on prend une décision là, on fait son bilan. Quand le bilan n'est pas satisfaisant, on corrige. On ne persiste pas dans ce qui n'est pas bon. S'il faut ramener les 5 000 et prendre des dispositions pour que ces 5 000 là soient mieux gérés, c'est préférable. C'est préférable. Parce qu'il vaut mieux que chaque parent paye 5 000 pour que l'école soit mieux gérée, plutôt qu'on ne paye plus les 5 000 et puis on a cette situation désastreuse où les COJES n'ont rien du tout pour améliorer les conditions d'études de nos enfants. Donc voilà un peu. Donc il y a à nous les parents, il y a aux chefs d'établissement, aux IEP, aux DRENA, tous ceux-là, ils reçoivent leur subvention en retard. On va maintenant parler de la fermeture du bureau du greffe de la CPI à Abidjan. C'est un sujet sur lequel les gens n'ont pas compris ce qui se passe. Jusqu'à même le porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas combien de temps on va le laisser humilier le gouvernement, mais vraiment c'est grave. Parce que ce qu'il dit là, si vraiment le gouvernement est comptable de ça, c'est une honte.
interpréter la situation en disant que ça veut dire que la justice ivoirienne a les compétences pour juger les gens, mais ça fait, c'est ridicule, il ne s'agit même pas de ça. La CPI n'a pas arrêté son enquête. La CPI n'a pas dit qu'elle ne va pas poursuivre son travail pour juger l'autre camp. Elle dit seulement qu'elle déplace, elle ferme son bureau, le bureau de son greffe à Abidjan, c'est tout. Sinon, les enquêtes vont se poursuivre. Et c'est une occasion pour interpeller la CPI. Vous avez pris 8 ans pour juger un camp. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier 2019. Et du 15 janvier 2019 à aujourd'hui, là, vous n'avez rien fait. Parce que normalement, si vous travaillez bien, toutes les données que vous avez collectées là, ça devrait vous permettre de juger chacun l'un après l'autre. D'où vient-il que depuis 2019, vous n'avez rien fait? Vous venez fermer votre bureau là, mais nous on vous attend sur la suite. À quand l'ouverture du procès contre le camp Ouattara? Ça là, c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est prévu dans votre procédure. Il faut faire votre travail. On dit l'autre camp a été acquitté. Qui a tué les 3000 morts? Qui est responsable de ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale? Les Ivoiriens ont besoin de le savoir. Les victimes ont besoin d'être soulagées. Donc vraiment, il y a beaucoup à faire. Et cette histoire de victimes, là, quand on parle de ça, on dirait qu'on a oublié. Jusqu'à même, il y a des victimes qui sont décédées sans avoir obtenu réparation. Il faut qu'on se respecte. Il faut que vous-même, vous vous respectiez et il faut que vous nous respectiez. C'est trop facile de prendre tout votre temps pour régler définitivement ce problème auquel est liée également la réconciliation nationale. Donc vraiment, nous on veut interpeller la CPI. Défendez votre crédibilité en allant plus vite. Parce que ça fait 13 ans. On est sur cette affaire, on n'a pas encore fini et vous n'avez même pas encore commencé le procès contre le camp Ouattara. Ce n'est pas normal. Il faut vous mettre au travail et il faut faire en sorte qu'on en finisse avec cette histoire. Donc vraiment, je voudrais rassurer les uns et les autres. La CPI n'a pas arrêté ses enquêtes, elle n'a pas arrêté sa procédure, elle n'a pas dit que c'est la justice ivoirienne qui va faire le reste du travail. Elle a seulement fermé son bureau de greffe à Abidjan, c'est tout. Sinon, la procédure se poursuit et nous attendons impatiemment que les faits qui montrent qu'elle se poursuit soient réels et effectifs. Voilà. Problème de CNI, ça va, c'est vraiment sérieux, je vous assure. Le système de l'ONESI a été conçu de sorte qu'il y a des gens qui sont exclus de l'obtention de la carte d'identité. Alors que pour certains, ce n'est pas leur faute. Donc il faut qu'on en parle. Par exemple, les orphelins. Il y a des orphelins dont les parents sont décédés quand ils étaient petits. Et la famille n'a pas pris la peine de conserver les papiers des parents. L'enfant a 2 ans, 3 ans, 7 ans. Ses parents sont décédés. Il devient majeur. Il a besoin de la carte d'identité. Il se trouve que on ne peut pas lui délivrer cette carte d'identité parce qu'on exige la pièce d'au moins un parent. Or, ce parent-là, il est décédé. Il présente certificat de décès. On dit on ne veut pas. Donc vraiment, ça là, on va aussi plaider auprès de l'ONESI. Il faut pouvoir accepter les certificats de décès parce que malheureusement, il y a des pièces qu'on ne retrouve plus pour certaines personnes et ça les bloque pour leur diplôme, ça les bloque pour leur concours, ça les bloque pour avoir du travail. Donc ça, c'est un problème sérieux que je relève. On va écrire à l'ONESI, mais on en parle déjà pour que tous ceux qui sont concernés sachent qu'on est en train de lutter pour eux et on espère qu'on aura une oreille attentive. Le deuxième cas, c'est ceux qui ont changé d'extrait de naissance. On est en Afrique. Il y a des gens pour avancer dans leurs études, soit ils ont changé leur extrait de naissance, soit ils ont utilisé la carte, les pièces de quelqu'un qui est décédé pour aller à l'école. Maintenant, là, ça leur pose problème. Il est important que vous sachiez
que ça peut se régler à la justice. Vous allez voir un juge, il y a un juge même qui est commis pour ça. La prochaine fois, si j'ai l'autorisation, je vais donner son nom, mais je vais vous donner le service aussi la prochaine fois. Vous allez là-bas et vous expliquez votre situation. Ils vont régler ça. Ils vont régler ça. Donc, ne vous torturez pas. Si vous avez changé d'identité, allez voir un juge. Il va vous orienter sur là où il faut aller. La prochaine fois, je prendrai les informations précises. Mais sachez que ce n'est pas un problème, ça peut se régler et que l'administration a prévu un règlement pour ça parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Voilà. Donc, on va continuer avec la révision de la liste électorale. La période de révision de la liste électorale a été enfin rendue publique et elle se fera du 19 octobre au 10 novembre, soit sur 3 semaines. Le commentaire que nous inspire cette période de révision électorale, c'est que ni le gouvernement, ni la CEI n'écoutent le peuple. La société civile a demandé, avant même les politiques, que la période de révision de la liste électorale s'étende jusqu'en juin 2025 parce que il est difficile d'obtenir les pièces et il y a environ 5 millions d'électeurs qu'il faut inscrire et ce n'est pas en un mois qu'on peut le faire. On n'a pas dit qu'il fallait absolument faire ce qu'on demande, mais de là à définir 3 semaines, c'est trop peu. Donc, ce que nous demandons, si vous ne voulez pas nous écouter, il faut qu'avant octobre 2025, là, on ait la révision de l'année 2025. Parce que dans le code électoral, en son article 6, il est dit que la révision est annuelle. Et comme elle est annuelle, ce que vous avez donné comme période, c'est pour 2024. Donc, on attend la période de 2025. De sorte que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en 2024 aient l'opportunité de le faire en 2025. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en plus de la CNI, on a autorisé que ce soit les récépissés et les certificats de nationalité. Là-dessus, nous disons merci au gouvernement. Parce que la CNI nous a prouvé que ce n'est pas elle qui décide, c'est le gouvernement. Nous disons merci au gouvernement parce que justement, obtenir la CNI est difficile et ce n'est pas évident que les gens puissent s'inscrire. C'est pour ça qu'on a demandé qu'on accepte les récépissés. Parce que le récépissé est la preuve que le citoyen a voulu obtenir sa pièce, mais c'est l'administration qui ne lui a pas donné la carte définitive. Donc, avec son récépissé, il devrait pouvoir s'inscrire. Et ça a été accordé. Non seulement ça a été accordé, mais même le certificat de nationalité aussi peut servir pour s'inscrire. Et pour la période de révision de la liste électorale, ce certificat-là est gratuit. Donc, on veut vraiment encourager tous les nouveaux majeurs à faire au moins leur certificat de nationalité pour aller s'inscrire. Et qu'ensuite, ils entament la procédure d'acquisition de la carte d'identité. Mais ce sur quoi on voudrait insister, puisqu'il y a des gens qui passent des années sans obtenir leur carte d'identité, il serait bien qu'au moment du vote, ces 3 pièces-là soient également valables pour le vote. À défaut de distribuer des cartes d'électeurs à tout le monde. Donc, on va suivre ça ensemble et puis on verra comment ça va se passer. Donc, on exhorte encore une fois les moins de 18, les 18 ans au moins, c'est-à-dire tous ceux qui ont 18 ans et plus, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale à s'inscrire. Le droit de vote, là, c'est important. Si tu ne vas pas voter, que les autres votent pour toi, les autres vont choisir pour toi. Et la personne que les autres vont prendre là, tout ce qu'il va décider va s'imposer à toi. Parce que tu n'as pas voulu décider toi aussi. C'est important d'aller voter. C'est important de participer au vote. C'est important d'être suffisamment responsable pour choisir quelqu'un qui peut présider à nous tous nos destinées. Donc vraiment, on vous encourage. On vous encourage. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Non seulement on a commencé en retard, mais on va donner les informations du ACI. On vous a dit qu'on était en train de nous cotiser pour notre siège. On voudrait exhorter les membres du ACI à participer. C'est
10 000 francs et plus. Au moins 11 000 pour les simples membres, 15 000 pour les représentants, ceux qui sont dans nos bases, que nous on appelle les brigades citoyennes, 20 000 pour les membres de la direction exécutive et les conseillers spéciaux et 25 000 pour les membres du conseil d'administration. C'est notre organisation, c'est à nous de la faire vivre et nous avons besoin actuellement d'avoir notre siège. Donc on vous exhorte vraiment à participer. Et on dit merci à tous ceux qui ne sont pas membres de ACI, qui cotisent quand même pour le siège. Que Dieu vous bénisse. Donc pour adhérer à ACI, un seul numéro. D'abord pour le siège, c'est le 07 87 211 777. 07 87 211 777. Pour les adhésions, tous ceux qui veulent être membres de ACI, on a deux catégories de membres. Il y a les personnes physiques qui payent 10 000 et les personnes morales qui payent 15 000. Mais les cotisations mensuelles sont à 1 000 francs. Donc, tous ceux qui veulent adhérer à ACI, contactent M. Oku au 07 57 82 96 08. Je répète, 07 57 82 96 08. Maintenant, pour les dons, on vous a dit qu'il y a 3 catégories de dons. Quand on vous présente les focus, si vous voulez aider quelqu'un, vous appelez le numéro que je vais donner. Si vous voulez contribuer... Comme toujours, Pulsering Ballet a été magistral. Dans ces différentes vidéos, dans ces différents sujets qu'elle a touchés. Elle a tout touché. Et il faut le dire que je suis une fois de plus satisfait par ce que j'ai pu entendre, parce qu'elle touche les points et elle parle à la place de ceux qui... En fait, à la place des sans-voix, ceux-là qui ne peuvent pas parler. Cette séance a eu lieu hier, le mardi 1er octobre 2024. Elle nous a parlé des routes qui se détruisent. Elle a parlé des problèmes même des gendarmes qui souffrent, des corps habillés et du sous-préfet que j'ai besoin d'en parler. C'est la Chine. Je crois que vous avez aussi vu ce sous-préfet dont beaucoup de personnes parlent aujourd'hui. Vous savez, il y a un sous-préfet qui a décidé de dénoncer, en interpellant les autorités d'Abidjan pour leur dire que, écoutez, dans ma région ici où je suis, il y a des difficultés. Et ces difficultés font qu'il n'y a pas de route. Des inondations en un point fini. Il faut faire un maximum d'efforts pour changer cela et pour permettre à mes populations d'avoir une vie digne et une vie confortable. Vous savez ce qu'il a eu, ce sous-préfet? Il a été limogé. Il a été relevé de ses fonctions. Ce qui signifie que le policier ne peut pas dénoncer lui-même. Il va perdre son job. Le militaire ne le fera pas. Le gendarme, tous ceux qui sont dans la fonction publique ne viendront pas le faire contre eux-mêmes. Sinon, ça va les coûter leur travail. On les tient par là. Et donc, c'est nous qui sommes appelés, c'est-à-dire, c'est nous qui sommes appelés de dénoncer à leur place, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. J'ai l'habitude de leur dire que quand on veut faire un changement, il peut arriver que celui-même qui est pris au piège de la dictature veuille bien rester dans la dictature. Parce que la victime tombe souvent amoureux de son bourreau, et c'est ce qu'on avait appelé le syndrome de Stockholm. Et par moment, donc, quand vous voulez faire sortir cette victime dans la difficulté où il est, vous devez faire ça même contre son gré. Parce que lui, il a fini par aimer quelque chose qu'il n'aimait pas de base. Que jusqu'à présent, il n'aime pas. Mais on l'a travaillé psychologiquement qu'il a fini par aimer ce qui lui fait mal. Et vous devez vous battre pour cette personne-là parce qu'il est perdu. Il ne connaît ni ce qu'il veut, ni ce qu'il ne veut pas. Il a été traumatisé. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de corps habillés en Côte d'Ivoire, qui sont aussi aujourd'hui dans les mêmes difficultés que vous et moi, mais qui ne peuvent pas dénoncer eux-mêmes. Et pas mal d'entre eux envoient à Pulsering Ballet des dénonciations anonymes. Il les demande de dénoncer ça quand elle va faire les mariages de Pulsering Ballet. Et quand elle vient, elle dénonce tout. Mais le sous-préfet qui lui a pris ses coronesses et qui est venu dénoncer à visage découvert, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son job. Et qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait? Absolument rien. Exactement comme quand les maisons de vos frères, vous ne faites absolument rien et c'est bien dommage.